Il est 7h47, vous recevez aujourd'hui Jérôme Florin, le député de la première circonscription du Nord, membre de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Ça va, vous gardez la tête froide? Oui, tout à fait, il le faut. Ça par rapport aux nombreux portraits souvent élogieux qui ont été faits de vous dans la presse ces derniers jours. L'insoumis qui secoue l'Assemblée, la nouvelle star des Insoumis, le fer de lance de l'opposition. C'est grisant ça, non? Il faut veiller à ce que ça ne le soit pas. C'est-à-dire que c'est clair que là, l'intervention que j'ai pu faire la première semaine à l'Assemblée contre la loi travail a été remarquée. Maintenant, ça tient à peu de choses, comme je le dis. Ça tient au fait d'abord que nous sommes 17 dans cette Assemblée, mais on l'a vu, la séquence l'a montré. À 17, nous avons su nous faire correctement entendre et être centraux dans cette Assemblée. Moi, il s'avère que j'avais une demi-heure pour faire d'une pierre plusieurs coups. Visiblement, ça a fonctionné, voilà tout. Vous avez qualifié la loi travail de meurtre prémédité, c'est ça? On est vraiment dans quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aucun patron, que je sache, ne réclame cette loi travail, sauf une minorité, représentée notamment par le MEDEF. Mais les patrons que nous rencontrons, de PME, de TPE, nous disent que oui, il y a un problème. On va parler de la loi travail tout à l'heure, mais je voudrais d'abord qu'on parle de vous. Vous avez 27 ans. Vous êtes donc un jeune en politique, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez eu le temps de travailler avant d'intégrer la politique? Oui, bien sûr. Ouais. Jusqu'à encore il y a quelques semaines, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique dans le secteur de l'énergie. Et je fais ça depuis 2010. Vous ne pouviez pas continuer? Malheureusement, non, je le vois bien. C'est-à-dire que pour qui fait le travail à l'Assemblée, il y a du boulot. Là, les semaines sont bien plus chargées que les semaines précédentes, je vous prie de le croire. Et d'ailleurs, ça apparaît clairement pour moi, c'est qu'on ne peut pas cumuler les mandats. Et pour qui fait véritablement le travail à l'Assemblée, ce sont des semaines de 50-60 heures grand minimum. Vous avez commencé en militant contre le CPE, je crois, c'était il y a 11 ans. Certains manifestants de l'époque se sont notabilisés. Je pense à Bruno Julliard à Paris, qui était le leader de l'UNEF. Il est aujourd'hui adjoint à la culture à la mairie de Paris. Est-ce que vous aussi, vous avez succombé à l'univers ouaté de la politique? Non, justement. C'est-à-dire que là, même le fait d'être élu, pour moi, l'important, c'est chaque fois que je franchis le seuil de l'Assemblée, me rappeler pourquoi je suis là. C'est la tâche militante qui se poursuit, avec des leviers supplémentaires du fait d'avoir été élu. Mais j'emmène avec moi, chaque matin, quand je franchis la porte, toutes les personnes qui nous ont élus. Je sais pourquoi elles l'ont fait. Elles nous ont donné un mandat qui est clair, qui est d'incarner dans cette Assemblée une opposition écologique et sociale. Nous le faisons du mieux que possible. Et nous veillons, comme vous le disiez au démarrage, à garder la tête froide pour pouvoir être méthodique dans l'action politique. C'est une nécessité. C'est le début d'une carrière pour vous? Je vois pas les choses comme ça, parce que nous sommes opposés par principe à la professionnalisation de la politique. Je peux pas vous dire ce que je ferai dans 5 ou 10 ans, on verra. Jean-Luc Mélenchon, votre mentor, fait de la politique depuis presque toujours. Bien évidemment, mais ça n'empêche pas que la question se pose, effectivement, et vous avez vu qu'on essaie de renouveler les pratiques en politique, et la question pour nous de l'installation durable en politique est véritablement posée. C'est sûr que c'est un virus, une fois qu'on y a touché, c'est difficile de s'en défaire, ne serait-ce que pour se tenir informé. Maintenant, sur l'action politique, on verra une chose à la fois. Il y a quelques mois, je n'aurais pas prétendu être ici en face de vous pour ces raisons. Donc voilà, un pas devant l'autre et nous verrons bien. Vous savez si vous avez envie de vous présenter un deuxième mandat? C'est trop tôt? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Déjà, réalisons correctement le premier mandat. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que nous sommes pour limiter aussi le cumul dans le temps. Ça veut dire qu'au-delà de 2 mandats, on évite de se représenter. Est-ce qu'on est libre, Adrien Quatennens, de dire ce qu'on veut quand on appartient à un groupe présidé par quelqu'un qui est une personnalité forte, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon? Mais vous me donnez l'occasion, effectivement, de le dire, oui, tout à fait. C'est-à-dire que comparativement à ce qu'on peut observer de la République En Marche et de la majorité, nous sommes beaucoup moins bordés. Il y a une réunion de groupe hebdomadaire où on discute vraiment très ouvertement, où les décisions sont prises collectivement. Et Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est beaucoup plus soucieux de la transmission que du fait de tout diriger au doigt et à la baguette, très clairement. On l'a pas entendu, Jean-Luc Mélenchon, récemment sur les événements au Venezuela. Certains ont exhumé un vieux tweet. Il écrivait en 2013 « Vive la victoire de Maduro. Le Venezuela bolivarien est une source d'inspiration. » Plus de 120 morts depuis le début des manifestations. Le pouvoir de Maduro est-il toujours une source d'inspiration pour vous? Je pose la question à vous. De quoi parle-t-on? À l'époque où on faisait cet éloge du Venezuela, il y avait une situation économique qui était beaucoup plus florissante qu'aujourd'hui. Il y a une politique redistributive très forte. Le Venezuela a sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Et cela nous inspirait, effectivement. De ce point de vue, Hugo Chavez est une source d'inspiration pour nous. Toujours. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons là une confrontation entre 2 camps politiques, une opposition qui est très nette, qui va de la droite à l'extrême droite, qui est soutenue également notamment par les États-Unis d'Amérique, il ne faut pas l'ignorer. Il y a eu beaucoup de coups d'État tentés
notamment un qui a été orchestré par les États-Unis contre le Venezuela. Là, ce qui vient de se passer ces derniers jours, on voit la violence éclater, mais sur les plus de 100 morts qu'il y a eu, plus de la moitié sont le fait de l'opposition. Alors personne n'est pour qu'on tape sur son peuple, mais en l'occurrence, il faut regarder le problème vénézuélien dans son ensemble. Il y a d'abord une grave crise économique, une inflation criante, les problèmes liés à la chute du cours du pétrole, qui font que ces politiques redistributives sont maintenant compliquées. Mais ça ne tient pas à une mauvaise gestion. Pourquoi on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon là-dessus? Il suffit de faire un tweet pour dire oui, j'ai eu tort à l'époque. Interrogez-le et vous verrez. Non, mais je vous interroge vous êtes en face de moi. Non, mais très clairement, encore une fois, il y a une focalisation. Ça vous gêne de Jean-Luc Mélenchon? Non, pas du tout. Non. Très clairement, nous, ce que nous disons, c'est regardons la situation telle qu'elle est. On a là sur l'Assemblée constituante 42% du corps électoral qui s'est prononcé. Alors, de notre point de vue, à nous, occidentaux, ça peut paraître faible, mais ça représente 8 millions de personnes qui sont allées voter. Donc, on n'a pas d'un côté un camp qui mate son peuple, ça c'est pas vrai. On a une confrontation politique forte et on a une opposition qui est notamment aidée par l'international. Vous allez voir ce qu'on est en train d'organiser. On est en train de faire croire que c'est Maduro qui est responsable de la crise de tout point de vue, et bientôt vous verrez Trump intronisé comme sauveur, y compris économique, de ce pays. Ne soyons pas dupes des confrontations politiques qui existent, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est d'accord avec quelque violence que ce soit en politique. Beaucoup qualifient désormais Maduro de dictateur. Évidemment, c'est pas votre cas. Je pense pas. Il faut vraiment regarder ça de près, mais non, il y a à l'origine la volonté d'une politique redistributive, il y a, je vous le dis, une confrontation forte entre deux camps politiques, mais gardons-nous de toute caricature. La loi travail, c'est un sujet qui va vous occuper toute la semaine et à la rentrée, c'est un meurtre avec préméditation du Code du travail, disiez-vous. Vous en êtes pris hier directement à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Vous avez critiqué ses stock options chez Danone. Est-ce bien moral? Elle avait revendu ses actions après avoir piloté un plan de licenciement. On pense qu'on veut, mais c'est pas illégal. Mais bien sûr, mais la question de la légalité ne se pose pas, sauf s'il y avait un délit d'initié, mais à cette heure, c'est pas ce que les faits indiquent a priori. Ce que je veux dire là, c'est qu'on a une conjonction de faits qui montre que la séquence engage le début du déclin de l'illusion Macron. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté une loi de moralisation de la vie publique, de retour à la confiance, qui en vérité ne focalise que sur les seuls parlementaires. Dans le même temps, la ministre se fait prendre les mains dans le sac, si je puis dire, de stock option avec des sommes qui sont très importantes. Il faut voir qu'au même moment, quelques jours avant, on annonce la baisse des APL pour 6,5 millions de bénéficiaires. Donc tout ça fait une conjonction de faits qui à un moment donné démasque le gouvernement et ses intentions réelles. Sur la loi travail, en tout cas ce que je disais, j'y reviens quand même rapidement tout à l'heure, c'est que il y a besoin de relancer l'activité, pas de casser le code du travail. Mais vous allez pouvoir l'enterrer ce texte? Vous allez pouvoir l'enterrer? Écoutez, on va utiliser une manifestation. On va utiliser tous les leviers possibles. Là c'est vrai qu'on a fait le travail minoritaire. On a fait le travail parlementaire, pas parce que nous sommes minoritaires qu'il faut déserter le travail parlementaire. Nous avons cherché à décrypter, à amender le texte, vous l'avez vu. Oui, et maintenant effectivement, justement, donc il y a une autre bataille qui s'engage. Nous y sommes. Pendant tout l'été, nous faisons des campagnes sur le terrain pour expliquer les grands enjeux de ce texte. Il faut voir quand même qu'on parle d'un code du travail par entreprise. On détricote le droit social et juridique de 18 millions de salariés. Alors, puisqu'on parle de travail, un autre sujet sur lequel on voudrait vous entendre écouter, c'était la semaine dernière. Jean-Luc Mélenchon, sur son site, se plaignait de trop travailler à l'Assemblée. On a tous annulé nos locations. Hein, vous avez vu ces petits roquets là qui m'accrochent les mollets? Le journaliste dit « Ah, Mélenchon est pas content parce qu'il prend pas ses vacances. » Bah oui, c'est pas la peine de parler de rénovation de la vie politique si vous laissez pas les gens se reposer. Ils n'ont même pas dit à quel moment ça finit, cette histoire. À quel moment on va finir, on le sait pas. Pauvre Jean-Luc Mélenchon, c'est pas indécent ça, il y a 40% de Français qui partent pas en vacances. Faute d'argent. Non mais attendez, ne confondons pas tout. Nous sommes les premiers à dénoncer le fait que beaucoup de Français puissent pas partir en vacances. Revenons aux faits. Là, ce que nous disons, c'est que nous sommes dans le cadre d'une session extraordinaire. D'accord, session dont nous ne connaissons pas les bords. On commence à les entrevoir. C'est le jeu de l'Assemblée. Oui, non, mais bien sûr, mais pour faire passer les textes que le gouvernement veut faire passer à la va-vite, en plein milieu de l'été. Pourquoi ? Pas par hasard, parce que simplement on veut éviter qu'il y ait trop de prise de conscience dans le pays. C'est pas ce qu'il dit. Il dit je travaille trop et non, mais alors, attendez, j'ai dû annuler mes réservations. Mais ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon, entendez-le, c'est pas, il se plaint pas pour lui-même. On prétend rapprocher les Français. Attendez, écoutez-moi, on prétend rapprocher la classe politique des Français. Est-ce que vous trouvez que la moyenne des Français se retrouve à 2-3 heures du matin en plein mois de juillet à discuter sur un texte? Il fallait pas se présenter à la députation. On n'est pas en train de se plaindre du fait que ce soit bien notre travail. On dit juste qu'à un moment donné, il faut connaître les bords d'une session parlementaire. Moi, je suis pas en train de me plaindre qu'on travaille. Je suis très heureux de ce que nous faisons. Nous menons le travail parlementaire. À un moment donné, il faut juste. Nous ne sommes pas au service et au bon vouloir du gouvernement. Voilà ce qu'on veut dire. Vous avez annulé votre réservation? Moi, j'ai dû annuler des vacances pour les modifier. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, c'est pas bien grave. Absolument pas. C'est ce que font beaucoup de Français d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup Adrien Quatennens, député La France Insoumise, d'avoir été notre invité ce matin. Merci, bonne journée. Merci à vous. Et bonne fin de session parlementaire. Donc, on fait un point météo avec Louis Baudin juste après ça. Merci.